Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode du podcast Aura d'Experts. On accueille aujourd'hui avec grand plaisir Géraldine Peter, expert comptable à Lyon, associée aujourd'hui dans un groupe de 250 personnes et maman d'une famille de 4 enfants. Avec elle, on va voir comment elle est passée d'un cabinet familial d'une cinquantaine de personnes à un groupe aujourd'hui, comment s'est passée la levée de fonds qui a été initiée par le groupe, son rôle de présidente au sein du CJEC et le rôle du CJEC, et comment elle mène de front sa vie à la fois privée et professionnelle. Bonjour Géraldine, tu es née un 7 février comme Julien Courbet, Aston Kutcher, Charles Dickens et Manon Brunet. De qui tu te sentirais le plus proche? Ashton Kutcher pour son talent cinématographique. Merci pour la réponse. On va découvrir un peu qui tu es, pour ceux qui te connaissent un petit peu, ceux qui connaissent un peu moins. Tu es une des rares lyonnaises qu'on a le plaisir de recevoir ici sur le podcast. On a des gens qui viennent un peu de partout dans la région, voire qui habitent aujourd'hui dans la région, mais qui ne sont pas nés à Lyon. Toi, tu es née à Lyon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel environnement tu as grandi? Oui, moi je suis une vraie lyonnaise pure souche. Je suis née à Lyon 3e. Il y a quelques années, je ne sais pas si on dit vraiment le nombre d'années. C'est toi qui vois. Non, mais comme tu l'as dit, Amélie, je suis née un 7 février, donc j'ai bientôt 42 ans. J'ai grandi dans un petit quartier lyonnais qui s'appelle Montchat, un peu préservé. Et j'ai appris à aimer cette ville tout au long de ma vie. J'en ai pas bougé, sauf pour des temps très courts de vacances. Mais en tout cas, j'ai fait toutes mes études à Lyon 3, l'université Lyon 3, à l'IAE de Lyon. Donc vraiment une vraie lyonnaise. Ok. Et le cadre familial, tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs, dont une est expert comptable aussi. Diplômée d'expertise comptable, et puis une autre sœur qui, elle, en revanche, est partie vivre à Paris et qui fait du marketing. Donc, on est dans des domaines très différents. Parce que ça rejoint un petit peu, dire, le côté, même beaucoup le côté professionnel. Tu peux nous parler de ce que faisaient tes parents? Oui, ce qu'ils font. Tout à fait. Alors, ma maman a travaillé en banque et puis dans le commerce également. Elle a arrêté aussi de travailler pour s'occuper de nous 3 parce que c'est quand même un travail à temps plein. Et puis, mon papa, lui, est expert comptable. Il est d'ailleurs tout jeune retraité vu qu'il a arrêté officiellement, en tout cas, même s'il reste un petit peu sous-traitant, au 31 décembre 2025, donc c'est tout frais. Et donc voilà, expert comptable, commissaire aux comptes, il a fait une très belle carrière et il a fondé le cabinet dans lequel je travaille aujourd'hui. Du coup, tu as entendu parler de l'expertise comptable très tôt, voire tout de suite. Voilà. Et le rêve d'enfant, ça a toujours été d'être pas du tout. Comptable? Pas du tout, c'est passé par joueuse de tennis professionnelle, danseuse. Je pense qu'à un moment, j'ai voulu être pompier, mais en tout cas, pas expert comptable. Quand j'étais petite, pour moi, l'expertise comptable, c'était surtout que je voyais très peu mon papa. Il venait pas en vacances au mois de février avec nous au ski. Il rentrait un peu tard et il partait un petit peu tôt. Il faut dire que mon papa, lui, il a fondé, il est parti de zéro, contrairement à moi, qui l'ai rejoint une fois que finalement tout était un peu créé. Donc il avait beaucoup de travail et je le voyais assez peu. Donc j'avais plutôt tendance à dire, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, c'était plutôt surtout pas comme papa. Quoi que ce soit d'autre, mais pas ça, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à changer de perspective? Ça a été tardif, c'est-à-dire qu'au départ, à Lyon 3, donc à l'université, j'ai fait une fac de droit. On avait assez peu de cours, finalement, vu qu'on devait commencer au mois d'octobre et qu'on finissait au début mai. Donc, pour m'occuper et me rendre un peu utile, j'ai travaillé au service juridique du cabinet de mon père. Et donc, je m'occupais un peu de l'administratif, de coucher les PV sur les registres, etc. Et puis, du coup, j'ai creusé un peu, puis j'allais un peu dans les étages pour me rendre utile, pour qui voulait de moi, quoi. Et puis, c'est comme ça qu'en fait, je me suis rendu compte, c'est drôle, parce que finalement, c'est d'autres personnes qui m'ont
montrer un peu ce que faisait réellement mon père. Je m'y étais, c'est vrai, c'est un aveu un peu, mais je m'étais peu intéressée à ce qu'il faisait réellement. Et c'est quand j'ai compris que finalement, ce n'était pas que des chiffres et qu'il y avait tout ce conseil et que je voyais, j'ai croisé ses clients qui, souvent c'était à l'ascenseur quand ils partaient et qui disaient bah, « Merci beaucoup, Monsieur Peter, pour vos conseils, merci encore infiniment, etc. » Et je me disais, bah, disons, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il y ait autant de remerciements et en fait, finalement, moi, je faisais du droit, donc c'était quand même beaucoup aussi... sur cette partie conseil. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'un et l'autre pouvaient s'imbriquer, mais avec une réflexion qui était peut-être différente de vraiment le parcours d'avocat dans lequel je ne me voyais pas non plus complètement. Et c'est là, du coup, que j'ai décidé de bifurquer légèrement vers l'expertise comptable, mais bon, du coup, tout en gardant le bagage juridique qui me sert aussi beaucoup aujourd'hui, quoi. Du coup, tu as bifurqué en CCA à ce moment-là? Exactement. Je suis rentrée en licence CCA. Et donc, il a fallu passer un petit concours. Moi, j'avais fait quand même un bac littéraire, alors option maths, mais bon, il a fallu faire une petite remise à niveau. Il se trouve que mon papa est marié avec une prof de maths. Donc, elle m'a fait des petits cours intensif d'été. Et puis voilà, après, j'ai passé le concours. Je suis rentrée en licence CCA avec Monsieur Lantin, que je croise encore de temps en temps. Et voilà, il a fallu que je m'adapte un petit peu parce que moi, je ne venais pas du tout d'un cursus comptable. Je me suis retrouvée avec des personnes qui, elles, avaient fait des bacs avec option compta, etc. Donc, il y a eu un petit peu de rattrapage à faire de ce côté-là. Mais finalement, je me suis beaucoup plu. Et avec, du coup, pour tes stages ou après pour le DEC, comment est-ce que tu te dis ouais, je vais aller naturellement dans le cabinet où est mon père, ou est-ce que au contraire au début tu disais peut-être pas forcément? Non, au départ je voulais pas. Je voulais me débrouiller toute seule, je voulais trouver mon stage toute seule. D'ailleurs, c'est marrant parce que mon premier stage de master, je l'avais fait chez Orphis, je crois que ça existe, oui, c'est Baker Tilly, je crois maintenant. Et en fait, j'étais toute contente parce que j'avais envoyé toute seule mon CV, j'étais allée toute seule à l'entretien, donc je passe l'entretien qui se déroule plutôt bien. Et puis à la fin, l'associé qui m'avait reçue qui me dit votre papa m'a pas menti, il m'avait appelé ce matin pour me dire que... Et j'étais dégoûtée parce qu'en fait, je me disais mais non, je voulais vraiment me débrouiller toute seule. Et en fait, comme j'avais dit à mon père que je passais cet entretien, il avait appelé son confrère qu'il connaissait en disant tu vas recevoir ma fille, prends-la s'il te plaît. Donc voilà, donc oui, j'avais fait mes stages du coup ailleurs. Et ensuite, en fait, quand j'ai fini mon master, je voulais trouver, je m'étais dit, je vais faire mon stage de DEC dans un autre cabinet et ensuite rejoindre le cabinet familial. Et en fait, mon père avait un de ses chefs de mission principaux qui a décidé, lui, de partir monter son propre cabinet. Donc, il lui manquait quelqu'un. Et il m'a dit, tu vois, si je recrute quelqu'un maintenant et que dans 2-3 ans, toi, tu arrives, où sera ta place? Donc, du coup, j'y suis allée directement après mon master. Parce que là, à ce moment-là, le cabinet, il y a combien de personnes? À ce moment-là, il y a une quarantaine de personnes. Okay. En fait, mon père a créé ce cabinet en s'associant avec 2 frères en 98. C'est une année qui est facile à retenir. Et donc oui, ils étaient 3 et assez rapidement, je crois que dès les années 2000, il y a 2 autres associés qui les ont rejoints. Et en fait, le cabinet est resté sur 5 associés à peu près pendant longtemps. Il y a eu des années où on était 6-7, puis après un peu moins, en fonction des parcours de vie des uns et des autres. Après, tu nous expliqueras les évolutions plus récentes et les évolutions. Ouais. Et du coup, la relation familiale, comment ça se passe? C'est pas toujours évident de travailler en famille. Est-ce que ça, c'était quelque chose que tu appréhendais ou est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'au contraire... C'est vrai que je l'appréhendais, mais plus que la relation en elle-même, moi, ce que j'appréhendais, c'était le regard des autres. C'était d'avoir été un peu parachutée là, de ne pas avoir ma place ou pas de légitimité, d'être vraiment la fille d'eux. Et quelque part, en fait, je pense que mon père avait cette crainte-là aussi, ce qui fait qu'il m'a mise peut-être beaucoup plus au boulot que d'autres. C'est-à-dire qu'il me donnait quelquefois des cas, il savait très bien que je n'avais pas du tout la connaissance pour les traiter, mais il ne me laissait pas le choix, quoi. Il me disait, tiens...
tu me prépares ça pour demain. Et puis, du coup, je me rappelle, j'ai passé des soirées au cabinet avec mes Lefebvre à essayer de résoudre les Tu sais cas. que tu devais prouver finalement C'était ça. à toi-même, à lui. Et c'est vrai qu'il a été à la fois très bienveillant. Mon père est vraiment... Enfin, souvent, on me dit que j'ai un énorme dip, mais vraiment, j'adore mon père. J'aurais pas pu avoir meilleure formation que ça. Donc, très bienveillant. Et en même temps, il m'a toujours mise au boulot, quoi. Justement, il voulait pas non plus que tout soit tout cuit. C'est comme, je me rappelle de mon premier entretien de bilan. J'avais déjà assisté à des entretiens de bilan que lui présentait. Et là, il m'avait dit, voilà, ce rendez-vous-là, tu viendras. Et en fait, on était dans le bureau, les clients étaient là, et il me dit, est-ce que vous voulez un café? Les 3 clients, ils disent, oui, on veut bien un café. Donc, je me lève pour faire les cafés. Moi, j'étais là pour écouter, donc je me dis, tant qu'à faire, je peux faire des cafés. Et là, mon père se lève, il dit, non, moi, je fais les cafés, toi, tu présentes le bilan. Et là, j'ai eu un moment où je me suis un peu figée parce que je n'étais pas du tout prête à ça. Et d'un autre côté, il fallait bien que j'assure. Là, j'étais devant les clients, je ne pouvais pas pleurer, me cacher derrière mon père. Il fallait assumer. Donc, du coup, j'ai fait. Et finalement, je crois que c'était une bonne façon de faire aussi, de me jeter comme ça dans le bain. Donc, voilà, il y avait un mélange à la fois beaucoup de bienveillance et il m'a vraiment beaucoup... Enfin, tout ce qu'il pouvait m'expliquer, il me l'expliquait. Mais en tout cas, un peu de mise à l'épreuve aussi, où en fait, il m'expliquait après que j'ai fait moi-même le boulot, après que j'ai fait moi-même les recherches, pour pas justement me reposer sur puis évacuer peut-être un potentiel syndrome de l'imposteur finalement, de dire je suis à ma place parce qu'on m'y a mise. Ça, je l'ai vécu pendant longtemps, le syndrome de l'imposteur. Même déjà, tant que j'avais pas encore le DEC. Et j'avoue que même après, une fois que j'avais le DEC, puis en plus, j'arrive dans une profession où pas tout le monde, mais beaucoup de personnes connaissent mon père. Donc, voilà, même par rapport à la profession, devant les confrères, les consoeurs. C'est pas évident de trouver sa place. Voilà, t'es la fille de... Faire un prénom. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, ça va mieux? Aujourd'hui, ça va mieux. Tout à fait. Et c'est drôle parce que... à 2 ou 3 reprises, mon père m'a dit, ça l'amusait d'ailleurs, en formation ou dans un événement institutionnel, des personnes sont allées le voir en lui disant « Ah, mais vous êtes le père de Géraldine ». Et en fait, c'était drôle de se dire... Ça s'est inversé. Voilà, il disait « Oui, maintenant, je suis devenu le père de Géraldine ». C'est marrant. C'est dans des cas plus rares. Oui, mais qui peut-être à l'avenir vont être de plus en plus. Et quand tu rentres du coup dans le cabinet familial, tu le voyais déjà potentiellement associé. C'était toi déjà un souhait. Ouais, ça a toujours été un souhait. Ça a toujours été un souhait. Et d'ailleurs, quand j'ai découvert quand même le métier de mon père, je savais que je voulais aller, que c'était là que je voulais aller. Je voulais pas m'arrêter. Je voulais pas être comptable, être responsable de dossier, chef de mission. J'avais cette vision quand même un peu entrepreneuriale aussi de diriger le cabinet, ce qui fait que tout de suite, même quand j'étais simple salariée en fait, comme les autres, je m'investissais quand même peut-être un peu plus parce que je considérais que c'était déjà un peu mon cabinet, quoi. Oui, tu avais déjà cette volonté-là du départ. Même si ça n'a pas été tout lisse, quoi, parce que voilà, on sait ce que c'est que de passer le DEC. Et il y a quand même eu des moments où je me dis non, mais en fait, laisse tomber, je n'irai pas jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui t'a fait douter par rapport au DEC la rédaction du mémoire, le choix, rien que des fois aussi le choix du sujet. Le choix du sujet, la rédaction du mémoire, bien évidemment. J'ai eu mes enfants pendant mon stage, donc quelque part, c'est compliqué aussi d'avoir un métier un peu prenant, des enfants. À l'époque, je retapais une maison, plus le DEC, ça fait beaucoup. Et puis, oui, en fait, ça demande quand même beaucoup de temps. Je me rappelle de ce moment, j'avais choisi mon premier sujet de mémoire. J'étais contente parce que ça allait avec... j'avais un dossier qui était sur ce sujet-là, c'était sur le financement participatif. Et c'était à l'époque encore assez peu traité. Et donc, j'avais quand même pas mal de choses. Et mon idée, c'était de faire une sorte de kit vraiment à l'usage des experts comptables pour pouvoir prendre des missions dans ce thème-là. J'avais écrit ma notice, j'étais quand même bien avancée dans le sujet. Et un soir,
j'étais au cabinet et là, j'ai un de mes associés qui vient me voir tout content et qui me dit « Ah, Géraldine, j'ai un truc pour toi. J'ai vu ça, je me suis dit que tu serais trop contente. L'Ordre des experts comptables a sorti un kit mission sur le financement participatif. » Et donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les kits missions. Enfin, à l'époque, en tout cas, on les commandait en papier, on avait des petits disques, tout ça. Et donc, il y avait cette petite boîte, je m'en rappelle encore, c'est une sorte de cauchemar. Parce qu'en fait, c'était mon mémoire, quoi. C'était... Et donc, du coup, je me suis décomposée et je me suis dit, en fait, je ne vais plus rien apporter. C'est-à-dire que ça a été fait, du coup, par d'autres personnes, en plus potentiellement plus talentueuses que moi. Et donc, il a fallu que je reparte de zéro, de retrouver un sujet de mémoire, de réécrire une notice, etc. Et là, j'avoue que j'ai eu un petit moment de découragement quand même. Ça m'a pris quelques mois à me remettre le pied à l'étrier et y retourner, quoi. Je reviens sur ton ambition. Il y a quelques minutes, tu disais j'ai travaillé dans le cabinet, parce que je savais que j'allais m'associer, donc j'ai plus travaillé avec les autres. Et c'est marrant, c'est simplement une réflexion. On a reçu dans l'épisode précédent Bertrand Dufour, qui est associé chez RSM aujourd'hui, qui a fait plusieurs cabinets en tant que salarié avant d'être associé, qui nous a dit, comme toi, il nous a dit, en fait, dans chaque cabinet dans lequel je suis passé, je me suis investi plus que les autres, comme si que j'allais potentiellement m'associer un jour. Ouais. Quand bien même il ne s'est pas associé dans tous les cabinets, bien entendu, mais on voit cette volonté de la personnalité. C'est ça. C'est-à-dire, je veux être à la place, pas à la place, ou au moins aux côtés des boss. Exactement. Ouais. Et pour donner aussi un peu son avis sur la ligne directrice du cabinet, voir où est-ce qu'on va, essayer de faire un peu entendre sa voix. Alors, je pense que dans mon parcours, ça a peut-être été aussi plus facile de faire entendre ma voix parce que j'avais une oreille accessible, on va dire. Donc parfois, c'est vrai que je lui disais, tiens, et si on faisait ça ou, voilà, je donnais mon avis. Et même au début, quand je me suis associée, j'ai acheté très peu de parts, enfin, ce que je pouvais acheter, quoi. Et du coup, par rapport à ça, comment on enclenche le process à quel moment ça vient de dire, là, ça y est, c'est le moment, on y va? Alors, très honnêtement, le process a été enclenché par mon père sitôt que j'étais diplômée. Je crois que j'avais l'acte de cession de parts sur mon bureau quand les résultats sont tombés, quoi. C'est à peu près ça. Je dis attends 2 secondes, faut que je prête serment, tout ça. Mais oui, ça a été. De toute façon, voilà, mon père était très content et fier. Je pense que en fait, c'est quand même chouette de se dire qu'on a un de ses enfants, puis lui, en plus, il en a eu 2 sur 3 qui ont suivi cette voie-là. Donc oui, dès que j'ai pu m'associer, ça a été tout de suite fait. Et après, voilà, il a fallu faire une recherche de financement pour acheter mes premières parts. Ça a été assez rapide. Et l'avantage, c'est que même avec, je crois qu'au début, je sais pas, je devais avoir 2% du capital, mais malgré tout, comme on était quand même assez peu d'associés, j'avais un autre associé que vous connaissez certainement bien, qui s'appelle Nicolas Debiol, et en fait, on s'est associés quasiment en même temps, et on n'avait pas beaucoup de parts l'un et l'autre, mais on participait comme tout le monde à toutes les réunions d'associés, on avait le même poids, ouais, exactement. Ouais. Du coup, merci pour ces informations, c'est super intéressant pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. On avance un petit peu dans le temps et au moment où vous vous lancez, tes associés et toi, finalement, sur la partie croissance interne, peut-être croissance externe, comment ça se passe de se dire, finalement, souvent on a une croissance subie au cabinet, de dire, finalement, il y a des dossiers qui arrivent un peu naturellement, et du coup, le cabinet grandissent gentiment au rythme, pas forcément qu'ils ont choisi d'ailleurs, au rythme auquel les clients arrivent. Et puis, comment ça s'est passé en tout cas pour toi, cette phase de dire on va développer le cabinet, encore aujourd'hui je crois que c'est le cas? Oui, en fait il y a eu plusieurs étapes. C'est quand même des questions qu'on se pose, comme tu dis, il y a la croissance qui se fait naturellement. Et puis il y a aussi les questions qu'on se pose, et je trouve ça quand même intéressant tous les ans, de se dire où est-ce qu'on a envie d'aller, comment on veut croître, etc. Donc on avait déjà fait des petites opérations de croissance externe, on avait intégré un cabinet, un petit cabinet où il y avait 2 associés. On a tenté aussi pendant une période d'associer une avocate dans le cadre d'une SPE. Ça n'a pas fonctionné, mais je pense que c'était plutôt lié aux personnes qu'au projet en lui-même. Donc on cherchait quand même un petit peu. Et puis sur les opérations, on va dire, plus récentes, parce qu'en fait on s'est rapproché
d'un cabinet qui était plus gros que nous. Les questions qui se posaient, en fait, elles étaient un peu différentes. C'est-à-dire qu'au-delà là, vraiment de la croissance, on avait 2 sujets principaux. C'était d'une part le départ en retraite de 3 des associés, 2 fondateurs et une autre associée qui est arrivée un peu plus tard. Donc quand même 3 piliers, on va dire, du cabinet. Et sachant qu'à ce moment-là, nous, on n'était que 2 associés à rester. Et on s'est dit, alors il y en avait 2 autres qui étaient sur le point de passer leur deck et tout ça, mais bon, du coup, assez jeunes. Donc on avait ce sujet quand même de transmission et de dire, bah voilà, on veut quand même que eux, ils puissent partir avec ce qui leur revient, quoi, financièrement. Mais nous, en fait, on n'a pas les moyens de leur acheter leur part. Donc il y avait quand même ce sujet financier. Et puis comment on gère aussi après les dossiers une fois qu'ils sont partis. Et l'autre sujet, c'est quand même l'évolution de la profession, notamment voilà, sur des sujets comme la facturation électronique, sur l'IA, des thèmes qu'on n'était pas sûr de savoir gérer. On avait une taille un peu critique, une 50aine de personnes. En fait, on a des besoins et en fait, on n'a pas forcément les moyens de répondre à ces besoins. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Est-ce qu'on rachète, nous, on avait regardé en fait, est-ce qu'on rachète des petits cabinets pour grossir ? Est-ce qu'on va s'appuyer sur quelqu'un qui est déjà un peu plus important et qui a déjà des process, etc. Et donc, en fait, on a rencontré des personnes un peu... ce qui était difficile, c'était de trouver un peu la même vision que nous. On était quand même un cabinet familial, parce que l'autre associé dont je parle, avec qui on restait, c'est son papa aussi qui part à la retraite. Donc, voilà, on est vraiment sur... Voilà, un cabinet familial. Nos salariés ont toujours fonctionné comme ça. Donc, on ne se serait peut-être pas vu dans certains schémas de très, très gros groupes. Donc, voilà, c'était difficile de trouver d'autres confrères et consoeurs avec qui on partageait les mêmes valeurs, la même vision du métier. Donc, ça a pris quand même un petit peu de temps jusqu'à ce qu'on trouve... un peu des personnes et les projets qui nous convenaient. Donc du coup, ça date de 2024. On s'est rapproché avec un cabinet, je peux dire les noms de cabinets, qui s'appelait donc à l'époque Safigec. Et suite à notre rapprochement, en fait, le groupe a changé de nom, c'était pas directement lié au rapprochement, mais ça s'est fait juste après, et qui s'appelle du coup aujourd'hui Newmans. L'idée, c'était donc de faire une contraction entre le Newmans, s'écrit avec NU, donc c'est le numérique et humain, pour vraiment garder cette dimension humaine tout en l'adaptant aux évolutions numériques. Du coup, le groupe passe à combien ? Vous étiez 2 associés, on dirait, restants. Après, on était 2 associés restants, mais sur quand même un portefeuille qui correspondait à 5 associés. Oui, tout à fait. Et là, aujourd'hui, le groupe représente à peu près 250 personnes. D'accord. On est 23 associés. Donc, on va dire que le quotidien change un peu. Les réunions d'associés, par exemple, nous, les réunions d'associés, c'était dans le couloir quasi. Là, c'est des réunions d'associés qui durent une journée. Voilà. Tout est beaucoup plus structuré parce que tout à l'heure, c'est vrai que je te disais, ce qui avait été intéressant pour Nicolas et moi au début quand on était associés, c'est qu'on avait une voix comme tout le monde. Là, aujourd'hui, il y a des boards des boards métiers déjà, et puis il y a des boards qui vont être plus sur la direction du groupe. Enfin, voilà, les décisions sont peut-être un peu plus pyramidales, mais forcément, je veux dire, quand on est nombreux, on ne peut pas tous lever la main, donner son avis. On n'aura jamais 100% d'accord et on n'avance pas. Donc, ça demande un peu plus de structure. Ouais. Par curiosité, donc vous êtes 23 associés, il y a combien de femmes associées ? Alors attends, parce que... 5, 6... Je crois qu'on est 6. Okay. Ouais, moins de la moitié. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. M'en voulez pas. Non, mais bon, c'est moins de la moitié. Ouais. Voilà. Ouais. Okay. C'est plus une représentation. 7 peut-être. Ouais, mais oui, on est un peu moins nombreuses. Et vis-à-vis des collaborateurs, comment on embarque toi, ton équipe là-dedans ? Parce qu'ils ont peut-être eu des craintes aussi que ça change beaucoup. Effectivement, tu disais, c'était un cabinet très familial. Même si vous allez chercher des interlocuteurs qui avaient un peu ce fonctionnement-là, compte tenu de la taille, on se doute qu'il y a des choses qui ont dû forcément changer. Comment on appréhende ça ? Comment on prépare ça aussi ?
La communication interne, c'est un vrai sujet. Et pourtant, on a essayé de l'anticiper, etc. Mais en fait, on ne maîtrise pas tant que ça. Ce qu'on ne maîtrise pas, c'est les bruits de couloir. Et en fait, quand on commence à discuter avec d'autres cabinets, en fait, on se rend compte que même si on essaye de faire attention, qu'on essaye d'être discret, il y a quand même des choses qui fuitent. Et en fait, ça prend de l'ampleur. Nous, on n'a pas encore le droit de parler parce que juridiquement, rien n'est fait et que... Voilà, mais du coup, les gens commencent à s'inquiéter. On a eu des départs parce qu'ils disaient, attends, on va se faire racheter par des gros cabinets, on n'aura plus rien de ce qu'on a aujourd'hui, tout va changer. Et donc, il y a des gens qui sont partis par peur de ce qui allait se passer. Après, comment on les embarque? C'est un moment être honnête avec eux et leur dire ce qui se passe, ce qu'on peut leur dire et ce qu'on ne peut pas leur dire. C'est croire soi-même dans le projet. Et je pense que c'est ça. Moi, je leur disais, moi, si je vous embarque là-dedans, c'est que moi, personnellement, j'y crois profondément. Je retrouve les valeurs auxquelles moi, je tiens dans ce groupe-là. On a une vision stratégique qui correspond à celle que j'ai aussi et dans laquelle je vous embarque depuis le départ. Je ferai tout, de toute façon, pour que les choses aillent aussi dans votre intérêt. Voilà, qu'on garde en fait cette gestion, et ça faisait partie d'ailleurs des discussions qu'on avait avec les cabinets qu'on a rencontrés, c'était qu'on voulait conserver quand même la gestion de nos équipes, voilà, qui travaillent toujours pour le même associé, alors voilà, ponctuellement c'est l'intérêt d'un groupe, si on a besoin d'une ressource particulière qui se trouve dans une autre équipe, voilà, on se partage évidemment, mais voilà, je voulais qu'ils conservent en fait la personne pour qui ils avaient l'habitude de travailler et qu'ils ne soient pas perdus. Donc c'est vraiment expliquer ça et être le plus honnête possible, mais dans la limite de ce qu'on peut faire. C'est ce que je leur disais. Ils m'ont dit après coup, ils m'ont dit oui, ce qui était difficile, c'est qu'il y avait des moments, des zones de flou. On ne savait pas ce qu'on allait devenir, on ne savait pas où est-ce qu'on allait travailler. Parce que là, en fait, quand on a rejoint le groupe, eux, ils avaient déjà un site à Lyon, enfin Lyon proche Caluire. Nous, on est implanté à Lyon 3e. Et donc, voilà, ils se sont dit, est-ce que nous, on va devoir déménager? Enfin, il y avait plein de choses qui étaient floues pour eux et des réponses qu'on n'avait pas toujours à leur apporter. Donc ça, c'est vrai que c'est une période qui n'est pas évidente à gérer sur la communication interne. Et là, c'est marrant parce que quand on a fait les entretiens annuels en fin d'année, il y avait un questionnaire et sur la communication interne, on s'est pris des notes cata, quoi, des 1 sur 5 et tout. Je dis, vous êtes dur, on va essayer de faire le maximum et tout. Et c'était ça, en fait. Ils me disaient, on s'est retrouvés, puis avec voilà, des bruits de couloir qui disaient qu'ils allaient perdre leurs avantages, plus de télétravail, tout un tas de choses qui allaient changer. Et au final, ils se rendent compte que pour eux, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui change au quotidien. Du coup, c'était à refaire au niveau de la communication que tu as pu adopter. Tu te dis, il y a des solutions. Ou finalement, c'est inévitable. La rumeur, elle... Je pense que de toute façon, la rumeur, elle est un peu inévitable. Mais effectivement, il y a peut-être des choses, plutôt que quand on ne peut rien dire, plutôt que justement de rien dire, peut-être d'expliquer qu'on ne peut rien dire. D'expliquer qu'on est en train de faire des choses, effectivement, qu'on est en train d'avancer dans leur intérêt, en tout cas en faisant tout pour conserver au maximum leur quotidien, etc. Mais qu'aujourd'hui, on ne peut rien dire. Peut-être que le fait d'exprimer le fait qu'on ne peut pas le dire, ça serait peut-être plus rassurant. Voilà. Okay. C'est ça, en fait, je crois qu'ils attendent un maximum de transparence. Et aujourd'hui, quelle est l'ambition du groupe? Est-ce que là, dernièrement, vous avez fait rentrer un fonds. Qu'est-ce qui a orienté aussi ce choix? On voit qu'aujourd'hui, il y a une forte concentration. Effectivement, les questions se posent, notamment au moment des départs, comme vous l'avez vécu, c'est comment on gère ces transitions-là. Souvent, ça descend, effectivement, soit on rachète ou on est racheté. Et la question de la financiarisation, la facture électronique va changer beaucoup de choses. Comment vous voyez un peu tout ça au niveau du groupe aujourd'hui? En fait, effectivement, on s'est dit qu'on était sur un passage à une autre version, je dirais, de la profession et de l'organisation en fait de la profession. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai des confrères, des consoeurs qui s'installent tout seuls. Je pensais que ça allait être quelque chose qui allait se perdre un petit peu, mais finalement pas tant que ça. Et soit ça,
soit plutôt des concentrations de cabinets. Et en fait, voilà, la recherche un peu d'économie d'échelle aussi sur des groupes qui vont être plus grands. C'est plutôt le cabinet un peu middle size, on va dire, qui s'éteint un petit peu. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est qu'on a une présence un peu, on va dire, nord-sud en France, parce qu'on a un bureau à Lille, on en a un autre à Paris, du coup, on en a 2 à Lyon maintenant, un à Grenoble et un à Marseille. Donc, on est vraiment sur, on va dire, l'axe TGV. Et en fait, l'entrée du fonds, c'était aussi pour pouvoir nous permettre de faire, de poursuivre notre volonté de faire de la croissance externe pour renforcer encore notre offre et notamment notre positionnement régional. Donc là, on regarde un peu à l'ouest, on va dire. Du coup, sur les cabinets d'expertise comptable, on va dire traditionnels, pas forcément sur des métiers annexes. Alors en fait, sur les métiers annexes, on a commencé déjà à le développer dans le groupe parce qu'on a des filiales avec des métiers un peu différents. Donc, et on a des profils hyper intéressants. Par exemple, une personne qui fait de la recherche en financement. Donc, qui vient du monde bancaire et qui va pour nos clients vraiment faire toute leur recherche en amont de financement, pas simplement sur la partie financement pur, mais aussi il va regarder tout ce qui va être ensuite les frais, les assurances, etc., pour proposer la solution la plus appropriée pour nos clients. Ça, c'est quelque chose que nos clients aiment beaucoup. On a une filiale aussi qui s'appelle Assurance et Patrimoine, donc comme son nom l'indique, tout ce qui va être protection sociale du dirigeant, gestion de patrimoine. On développe un petit peu quand même cette idée du full service pour nos clients, au-delà de ce qu'on trouve habituellement dans les cabinets d'expertise comptable, le social, le juridique, les différents audits. Mais voilà, on essaye de développer déjà ça. Et en fait, c'est vrai qu'on n'est pas fermé. Par exemple, sur la recherche de financement, c'était une personne avec qui un de mes associés travaillait souvent. Il l'avait vu, enfin voilà, il travaillait beaucoup avec lui sur des dossiers, sur des créations et autres. Et un jour, voilà, on s'est dit, tiens, ça serait peut-être intéressant qu'il fasse partie du groupe et qu'on puisse proposer cette compétence en interne. Donc, on lui a proposé. Donc, voilà, on reste ouvert à ces métiers-là, toujours dans la vision conseil maximum pour nos clients et une vision un peu 360. Et c'est vrai qu'on aime bien se retrouver avec nos clients en disant, voilà, vous avez besoin de telle et telle compétence. Allez, on se met tous autour de la table et on peut vous accompagner de A à Z. D'accord. On va parler d'un autre rôle que tu as eu, présidente du CJEC. Oui. Est-ce que tu peux un peu expliquer le CJEC, quel serait l'intérêt pour un jeune confrère, et puis le rôle du président, enfin de la présidente en l'occurrence, un peu tout ça pour que, essayer de réunir le plus grand monde dans ces associations. Oui, c'est vrai, comme tu dis, c'est important, je pense, qu'il y ait du monde qui fasse vivre ces associations parce que elles ont un rôle pour moi primordial, en tout cas dans l'entrée dans la profession. Le CJEC, c'est un peu l'association grande sœur de l'annexe qu'on connaît aussi. Donc l'annexe, c'est pour en général ceux qui sont avant le DEC, et voilà, pour schématiser, et le CJEC plutôt après, même si en fait on peut rentrer un peu avant, mais bon voilà. Donc le CJEC, Club des jeunes experts comptables et commissaires aux comptes, en fait, il réunit des jeunes diplômés ou des personnes qui sont en cours d'installation ou récemment installées, en tout cas depuis moins de 5 ans. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on trouve plusieurs profils. Ceux qui vont aller plus facilement vers le CJEC, c'est des personnes qui s'installent souvent seules, parce que le CJEC permet justement de rompre l'isolement. Je pense que quand on s'installe tout seul, moi j'ai pas connu ça, mais se dire voilà, je crée mon cabinet. C'est vrai que moi, par exemple, quand j'ai une question sur un dossier et tout ça, c'est facile. Je vais dans le bureau d'à côté, je vois mon associé et je dis tiens, qu'est-ce que tu en penses de ça? Quand on s'installe tout seul, on n'a pas ça. Donc, on se retrouve du coup avec un groupe d'autres experts comptables avec qui on peut échanger sur des problématiques liées à nos métiers. Pas simplement des problématiques techniques, mais aussi sur qu'est-ce que vous utilisez comme outil, comment tu factures, comment tu recouvres tes créances, enfin voilà, tout un tas de choses. Et puis, en fait, on travaille au CJEC en partenariat
avec justement des éditeurs de logiciels, enfin tout un tas de professionnels qui gravitent autour de notre profession et dont on se sert au quotidien et qui permettent du coup à ceux qui s'installent d'avoir des offres promotionnelles. Donc c'est quand même un peu aussi le nerf de la guerre d'arriver à s'installer sans que ça nous coûte un rein. Donc voilà, et au-delà de ça, moi c'est vrai que du coup j'étais pas dans ce profil-là, mais c'est aussi de partager des expériences, de se retrouver avec des jeunes confrères et consoeurs, de rentrer aussi un peu dans nos institutions, parce qu'au début quand on vient d'être diplômé, on voit l'ordre des experts comptables comme vraiment l'institution reine au-dessus de notre tête, on n'ose pas trop y aller, frapper à la porte et tout, alors qu'en fait pas du tout, moi j'ai trouvé que tout le monde était hyper accueillant, mais en passant comme ça, on va dire par la petite porte d'entrée des assos qui sont du coup rattachés à l'ordre des experts comptables, du coup on apprend aussi à côtoyer les élus, qu'on voit à tous les événements. On organise des événements en partenariat du coup avec l'ordre des experts comptables qui finance des soirées, des événements un petit peu plus ou moins festifs, souvent plus que moins d'ailleurs, mais il n'y a pas que ça, on fait aussi des réunions plus techniques. Ouais. Mais voilà, ça permet quand même de rentrer un peu justement dans les institutions et moi je trouve ça hyper intéressant. Et en tant que présidente, en fait, le but, c'est de manager un peu tout ça, de donner un peu une ligne directrice, même si on a l'institution nationale, du coup, le CGEC, qui nous donne aussi des objectifs à l'année. Mais du coup, c'est d'essayer de répondre un peu aux attentes, finalement, des adhérents, en leur proposant justement des réunions, des sorties, des choses comme ça qui leur conviennent, finalement. Et voilà. Ouais. Merci beaucoup. On va parler un petit peu de toi et de toi dans la profession, sur l'équilibre que tu as trouvé aujourd'hui en tant qu'expert comptable, en tant qu'associé, en tant que maman, une famille de 4 enfants. Voilà, comment tu arrives à mener, à trouver cet équilibre-là? C'est quoi le secret? Comment tu fonctionnes? Ou quelques tips. Le secret, c'est vraiment l'organisation, parce que pour le coup, il y a pas, on peut pas y aller, on peut pas naviguer à vue. Effectivement, j'ai des enfants, j'ai 2 grands garçons qui ont 13 ans et 11 ans, j'ai une belle-fille qui a 6 ans, et le petit dernier qui est venu compléter cette jolie famille qui vient juste d'avoir 6 mois. Donc oui, on peut pas laisser les choses se faire. C'est certain, donc c'est beaucoup d'organisation. Par exemple, c'est le week-end, faire la liste de tous les repas de la semaine, voire préparer un petit peu à l'avance les repas si on ne veut pas qu'ils mangent des coquillettes 3 minutes tous les soirs. Et ça leur arrive évidemment, et d'ailleurs c'est ce qu'ils préfèrent. mais voilà, c'est au niveau du travail, essayer de caler les rendez-vous. Je sais exactement sur tout le mois, par exemple, je sais à quel jour j'emmène mon fils chez la nounou et quel jour je vais le récupérer. Et du coup, inversement, quand c'est mon conjoint qui s'en occupe, parce que lui aussi, lui, il est chef d'entreprise, il dirige, il a 5 restaurants, donc il a aussi une vie bien remplie. Donc voilà, on sait exactement quel jour l'un ou l'autre s'occupe des enfants. Et donc, en ce sens, on cale nos rendez-vous comme on peut. Après, l'avantage aussi d'une profession libérale et d'être justement chef d'entreprise, c'est que j'organise, c'est moi qui organise la plupart du temps, on va dire, mon agenda. Donc moi, je suis plutôt lève-tôt, donc j'aime bien me réveiller un peu tôt le matin, avant que tout le monde se lève. J'ai 1 heure pour faire un peu traiter mes mails, les choses que j'ai pas forcément le temps de faire à d'autres moments. Si du coup j'arrive un peu tard le matin parce que j'ai déposé mon bébé chez sa nounou, je vais peut-être travailler un petit peu le midi ou m'y remettre le soir en fonction des obligations. Donc je trouve en fait, et oui, on a beaucoup de boulot, je vais pas mentir, mais une certaine souplesse quand même qui permet d'avoir cette vie de famille et une vie professionnelle quand même bien remplie. Et du coup, avec tes collaborateurs, en termes de délégation, de confiance, c'est quelque chose que tu as développé avec le temps, de dire, finalement, tout ne peut pas reposer sur ma tête.
Ça, c'est certain. Et en fait, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une équipe, j'ai des personnes qui sont là globalement depuis 10 ans avec moi. Des personnes vraiment sur qui je sais que je peux compter. On a une communication qui est hyper fluide. Par exemple, ils voient sur mon planning les jours, je note les jours où j'arrive plus tard parce qu'il y a nounou ou le soir aussi. Donc eux, en fonction, ils savent aussi quand est-ce qu'on peut se voir ou pas. Et en fait, on a une vraie relation de confiance. Donc je sais qui gère. Quand j'ai eu mon bébé là au mois de juin, j'ai essayé de travailler. J'ai travaillé jusqu'à la veille de mon accouchement et dès que je suis rentrée à la maison après la maternité. Mais malgré tout, je leur avais dit, j'avais très très peur de ça, de ne pas pouvoir être là pour gérer les choses. Donc je leur avais dit, vous inquiétez pas, je suis joignable tout le temps. Et en fait, ils faisaient tout pour essayer de me déranger quand même le moins possible. Donc voilà, j'avais de temps en temps, c'était plutôt moi qui allais les voir en disant tout va bien, vous vous en sortez et tout. Et en fait, vraiment, ils se sont organisés, ils ont été vraiment géniaux. Je les ai remerciés, en plus ils sont mignons parce que hyper humbles en me disant non, mais nous on a juste fait notre travail. Alors je savais très bien qu'en fait ils en ont pris 3 fois plus. Donc c'est hyper agréable de travailler comme ça. C'est vrai que je pense honnêtement faire ce que je fais aujourd'hui avec la famille que j'ai. La vie aussi professionnelle de mon conjoint et tout ça, si j'avais pas l'équipe que j'ai pour m'accompagner, ça marcherait pas. Et du coup, si tu as un message aux jeunes filles, on sait que dans notre profession, d'arriver en tant qu'expert comptable femme, c'est pas toujours facile. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent au moment du DEC, notamment du mémoire, parce qu'on arrive à un âge où potentiellement on veut des enfants et ça coince entre le perso et le pro. Est-ce que du coup, toi, tu dis que c'est plutôt un avantage en fait finalement d'être à son compte et qu'on a la souplesse en tant que profession libérale d'organiser un peu à notre façon. Ça, je pense que c'est important de l'entendre et si ça peut aux futurs jeunes experts comptables d'aller dans nos filières et de ne pas avoir peur finalement de conjuguer les deux et que le maître mot, l'organisation de tout. Ouais, c'est ça. et de bâtir une équipe, de déléguer aussi finalement, de savoir déléguer et pas vouloir tout mener de front. C'est peut-être le tort qu'on a un peu parfois. C'est de vouloir tout mener de front et de vouloir que tout soit parfait. Ouais. Moi, je dirais que c'est mon grand défaut, c'est de vouloir atteindre une perfection qu'on ne peut pas atteindre et du coup, en fait, de ne pas faire. Il vaut mieux faire quelque chose qui ne sera pas forcément parfait, mais le sortir, quoi, plutôt que de ne pas le faire du tout. Donc ça, et puis effectivement, déléguer, s'aider avec des outils. Quand je te disais tout à l'heure que je faisais le week-end, je prépare la liste des menus, etc. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent de faire ça. Il y a des applis, il y a l'IA qui nous fait ça, qui nous organise aussi les plannings. Enfin, moi, quand je suis le matin dans ma voiture, en vélo, c'est plus compliqué, mais quand je suis en voiture, par exemple, je demande à ChatGPT de m'organiser un peu mon planning de la semaine en fonction de mes obligations. Enfin, c'est se faire aider et puis effectivement déléguer. Donc si on a la chance d'avoir une équipe comme ça, après c'est de la chance, mais c'est savoir aussi les garder. C'est vrai qu'il y a j'ai discuté avec certains confrères qui me disent oui, personne n'est irremplaçable, etc. Mais moi, honnêtement, je vous le dis aujourd'hui dans mon équipe, si j'en ai qui sont, s'ils vont écouter ça, après ils vont se dire génial, je suis irremplaçable. Mais si, pour moi aujourd'hui, ils sont irremplaçables. Je trouve que d'avoir quelqu'un qui est là depuis 10 ans à tes côtés, c'est génial. Donc voilà, savoir déléguer et même à titre perso, se dire non, franchement, faire le ménage, je vais pas y arriver, donc prendre une aide là-dessus, s'appuyer sur les membres de sa famille. Moi, j'ai des enfants, j'en ai un tout petit, mais j'en ai qui sont plus grands, donc les ados, autant vous dire qu'ils sont bien mis à contribution aussi. Vous voulez une PS5 ? Très bien, il va falloir beaucoup vider la vaisselle.
Donc voilà. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir il y a 10 ans que tu aimerais maintenant donner potentiellement à des jeunes qui s'installent ou qui nous écoutent ou qui hésiteraient à se lancer dans la profession? Toi, tu disais que tu méconnaissais finalement le métier de ton père alors que tu le voyais au quotidien. Est-ce que du coup, peut-être sur cet aspect-là, pour encourager à venir dans nos filières, si tu avais une recommandation ou un conseil? Bah déjà, mon conseil, ça serait d'y aller. Même si le chemin semble long et que ça paraît difficile, il faut aller au bout parce que vraiment, le métier, une fois qu'on est expert comptable, il est complètement différent du métier de chef de mission. Donc vraiment, il faut y aller parce que c'est tellement plus intéressant. Et je pense qu'en plus, là, avec l'évolution de la profession, on va vraiment vers un métier qui est, à mon sens, passionnant. Donc vraiment... y aller. Comme je disais tout à l'heure, ne pas forcément viser la perfection, mais en tout cas avancer. Il ne faut pas s'empêcher d'avancer. Pour le diplôme, par exemple, moi, j'ai hyper traîné avant de déposer mon mémoire parce que je voulais absolument faire un truc merveilleux. Bon, au final, je n'ai pas fait un truc merveilleux, mais en tout cas, je l'ai eu. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment avancer et puis s'écouter parce que finalement, on a, je pense... autant de façons d'exercer notre profession aujourd'hui que de personnalités présentes dans notre métier. Donc voilà, il y a des personnes qui vont vraiment se retrouver dans des très grands groupes internationaux. Il y en a d'autres qui ont envie d'exercer tout seul et peut-être d'avoir moins de clients, mais bon, voilà, de faire leur métier vraiment de A à Z comme ils l'entendent. On peut aussi choisir de se spécialiser dans des domaines d'activité. J'ai un confrère, par exemple, qui s'est passionné pour la crypto et qui adore ça. Moi, je sais que je m'en tiens le plus éloigné possible. C'est moi mon truc. Donc, voilà, aujourd'hui, on a des thèmes qui... je sais que la plus jeune génération est très attachée à des thèmes liés à l'environnement, par exemple. Donc, il y a aussi des choses à faire à ce sujet-là. En fait, on peut vraiment axer notre métier comme on l'entend. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers aujourd'hui qui permettent de faire ça. C'est-à-dire qu'on a un diplôme qui va être assez généraliste au départ. Et une fois qu'on a ça, en fait, on se retrouve, on a une porte ouverte. On se dit, waouh, je peux un peu tout faire. Et je peux changer aussi au cours de ma vie. C'est-à-dire que moi, voilà, mine de rien, j'ai commencé dans un cabinet familial. Aujourd'hui, je suis dans un groupe où on a des projets hyper enthousiasmants. Je ne sais pas dans 10 ans où est-ce qu'on en sera. Mais en tout cas, c'est quand même assez chouette de pouvoir se dire... voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer au cours d'une vie dans un même métier, en fait, sans changer de métier de base. Ce que tu dis, c'est très vrai. C'est vrai pour les experts comptables, les consoeurs et les confrères, mais c'est vrai aussi pour les collaborateurs, finalement. Il y a beaucoup de métiers dans cette filière-là, et beaucoup de cabinets d'environnements différents. Donc ça vaut bien sûr pour ceux qui vont au bout du deck, mais pas seulement. Tout le monde peut trouver sa place, chercher sa place et se la construire finalement dans un même cabinet. Oui. Il y a tellement de place à prendre. Exactement. Et nous d'ailleurs dans le groupe, on organise aussi des parcours de formation en interne. On a une académie de formation et donc il y a des personnes qui peuvent s'inscrire dans ces parcours. Donc on a fait des parcours notamment RSE, enfin voilà, et qui peuvent du coup changer de métier, mais tout en restant dans le groupe. Ouais. On arrive sur la fin de l'interview, mais on a encore quelques petites questions pour toi. Je vais commencer avec celle-ci. Si tu avais la possibilité de dîner avec la personne de ton choix, qu'elle soit morte ou vivante, tu choisirais qui ? Alors, oui. Il y a une personne, je vais te donner deux réponses, pardon, mais parce qu'en fait, il y a une personne qui n'est pas une personne connue, mais qui est ma grand-mère qui est décédée, et j'adorerais avoir l'occasion de pouvoir redîner une fois avec elle, parce que vraiment, on avait des discussions qui étaient géniales, et toujours des dîners toujours un peu arrosés, donc en plus, c'était plutôt chouette, et forcément, c'est une fois que les personnes sont parties qu'on se dit, ah zut, j'aurais bien aimé ce dernier dîner. Et sinon, sur une toute autre vision, je crois que j'adorerais dîner avec Beyoncé.
pour le côté, pour le côté très, très paillettes. Et parce que, déjà, j'adore en termes de musique, mais aussi parce que c'est une personne qui s'est construit un véritable empire, qui gère sa carrière, sa vie de famille, mais d'une main de maître. D'ailleurs, on voit, c'est vraiment une femme forte, quoi. Et donc, voilà, je trouverais ça trop chouette de dîner avec Beyoncé. Et on a une dernière question. Si tu avais un livre à recommander à avoir lu dans sa vie? Un livre, c'est pas facile d'en choisir un, mais je dirais un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. C'est un livre qui n'est pas tout récent, qui doit dater des années 60. C'est un livre qui traite de transmission familiale, en fait de ce que nos expériences personnelles vont engendrer ensuite dans un héritage, on va dire, un peu plus global. C'est vrai que ça a beaucoup de résonance parce que pour moi, vous l'avez compris, l'aspect familial, transmission intergénérationnelle, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Alors, il y a un aspect un peu plus dramatique, on va dire, dans le livre qui n'est pas le cas dans ma famille. Mais en tout cas, voilà, c'est un livre qui est vraiment très, très bien écrit. Je sais que la question porte sur un seul, mais ça me fait penser à un autre livre que j'ai lu plus récemment et qui est aussi sur ces temps longs. J'aime bien ces livres qui traversent un peu les époques et donc les générations. Ça nous fait aussi réfléchir. En fait, on est dans une époque où on switch très, très vite. Donc, je trouve que se poser sur un livre qui dure longtemps comme ça, c'est un livre qui s'appelle d'Anne-Laure Bondou, qui s'appelle « Nous traverserons des orages ». Et pareil, sur l'impact en fait, d'une décision d'une personne sur les générations suivantes. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. C'est le genre de livre qu'on lâche pas. Donc, beaucoup plus contemporain pour le coup. Celui-là, je pense qu'il est sorti assez récemment. Mais vraiment, voilà, 100 ans de solitude, c'est un livre que je conseille à tout le monde. Merci pour la Merci recommandation. Avec Merci pour plaisir. l'interview. Merci On a à passé vous. un bon moment. Ouais, c'était chouette. Merci. Merci.